Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Michael Jackson est-il toujours vivant? Notre planète est-elle gouvernée par une force occulte, voire une société secrète qui est particulièrement bien implantée dans les arcanes du pouvoir? C'est en tout cas ce que prétendent la plupart des adeptes des théories dites conspirationnistes. Des théories qui foisonnent aujourd'hui sur Internet, propageant chacune son lot de rumeurs, étayées par quelques indices, souvent présentés comme des preuves irréfutables. Mais comment expliquer le succès de ces rumeurs? Que nous disent les théories conspirationnistes au sujet de l'état de notre société? Et en fin de compte, comment démêler le vrai du faux? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Aurore Van de Winkel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en information et communication, vous êtes spécialisée en rumeurs et autres légendes urbaines, vous êtes par ailleurs conseillère en gestion des rumeurs et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Gérer les rumeurs, ragots et autres bruits » publié chez Edipro en 2012. Loïc Nicolas, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes docteur en rhétorique, vous êtes membre du groupe de recherche en rhétorique et argumentation linguistique à l'ULB et vous êtes également le co-directeur d'un ouvrage collectif publié en 2010 aux éditions CNRS intitulé « Les rhétoriques de la conspiration ». Et enfin, Jiří Pragman, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste, vous êtes entre autres le fondateur du blog maçonnique iram.be et vous êtes aussi l'auteur d'un dernier ouvrage publié en 2014, rappelez-moi chez qui? Chez Télélibre à Bruxelles. Qui s'appelle « L'antimaçonnisme actuel ». Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer cette discussion et cette émission, je vous propose de regarder cette petite capsule, ce petit montage réalisé sur Internet. Nous avons été chercher plusieurs théories du complot, théories conspirationnistes et autres rumeurs. C'est une compilation qui est loin d'être exhaustive, mais qui nous donne déjà une bonne idée de quoi nous allons parler. This is the basement floor of the Dallas City Hall, and that's a scuffle on the basement floor. It seems to concern photographers. He has been shot. Oswald has been shot. There are theories that you held President Kennedy responsible. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées, propager des rumeurs sur une radio clandestine. Certains encore bien vivants, ce n'est pas une blague, ils y croient dur comme fer. Leurs preuves, vous allez le voir, sont souvent déroutantes. Le King of Pop est-il toujours parmi nous? À vous de juger. Ils ont dû lui mettre un cercueil avec des trous pour respirer. Breaking news. Pour ses fans, cette bouleversante disparition est inconcevable. Comment MJ, qui semblait pourtant en pleine forme lors de ses dernières apparitions, a-t-il pu disparaître aussi soudainement? Surgit alors une question, et si Michael Jackson était encore en vie? En 1995, le monde étonné découvrait les images incroyables d'une autopsie pratiquée sur un extraterrestre, soi-disant capturé après le crash de Roswell en 1947. Il s'agissait du dernier. Et si je vous disais que le grand symbole de la démocratie américaine cache un message secret? On raconte que les créateurs de la statue faisaient partie des Illuminati, un petit groupe évoluant au sein de la société secrète des francs-maçons. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo. Aurore Van de Winkel, on vient de le voir, Internet regorge de rumeurs en tout genre. Est-ce qu'on peut tracer un fil conducteur? Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces rumeurs? Un lien entre toutes ces rumeurs, c'est assez difficile à dire parce qu'en fait, elles traitent de sujets extrêmement divers. Et puis, il faut dire que toutes les rumeurs ne sont pas forcément fausses. Certaines peuvent être réelles, peuvent être véridiques. En fait, la rumeur, c'est une information qui n'a pas été confirmée par les autorités officielles ou qui a été démentie par celles-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles apportent une réponse satisfaisante à des événements qui sont jugés opaques, troublants, absurdes. Et donc, elles ont une réelle efficacité pour les gens qui les diffusent. Est-ce qu'il y a un public cible qui pourrait être plus perméable à ces rumeurs? Alors on croit tous à des rumeurs, mais on ne croit pas tous aux mêmes. En fait, ça va dépendre évidemment de nos croyances préalables, de notre intuition, de notre expérience. Et donc on va avoir tendance à croire à des rumeurs qui vont confirmer nos croyances déjà sur un sujet particulier. Concernant les théories du complot plus particulièrement, des études ont été faites et on s'est rendu compte que c'était davantage un public qui était déjà familiarisé avec des théories plus extrêmes, alors soit des théories d'extrême gauche, soit des théories d'extrême droite.
Est-ce que ces rumeurs sont toutes nuisibles par essence ? Oh non, la rumeur n'est pas forcément nuisible. La rumeur peut être vraiment très efficace pour les individus parce qu'elle leur apporte des solutions, elle leur apporte des réponses, elle leur donne un sentiment de contrôle sur la réalité. Mais effectivement, beaucoup de rumeurs peuvent être nuisibles pour les personnes qu'elles visent, surtout quand elles sont fausses et qu'on n'arrive pas à les démentir de manière satisfaisante. Mais est-ce qu'il y a moyen de démentir une rumeur ? Alors c'est très très difficile puisque généralement la rumeur ne meurt pas, elle ne fait que s'endormir et on n'arrivera pas à convaincre que ceux qui sont déjà les plus convaincus. Par contre, on peut déjà essayer de convaincre ceux qui doutent encore. Alors souvent, les gens vont réagir de deux manières. Soit ils ne vont rien dire, ils vont faire du silence radio et là, la rumeur va continuer à proliférer. Soit ils vont démentir et le problème, c'est que leur démenti va simplement permettre à d'autres personnes de connaître la rumeur ou alors, parce qu'on ne fera pas confiance en ceux qui démentissent, ne va pas être crédible en fait. Mais il existe d'autres techniques. On peut avoir accès à des recours juridiques par exemple. On peut mener des actions contre l'événement qui est allégué dans la rumeur. On peut aussi prendre ses responsabilités si la rumeur est vraie. Et on peut aussi utiliser l'humour, ce qui marche très bien. Loïc Nicolas, parmi le lot de rumeurs, il y en a plusieurs qui sont d'ordre conspirationniste, on l'a dit en introduction de cette émission. Comment définir une théorie conspirationniste ? Quelle est son identité ? Difficile à dire. Déjà, il faudrait s'accorder sur la qualité même d'une théorie du complot. Et dire théorie pose déjà un problème, puisque ceux qui construisent ces édifices argumentatifs, ces récits du monde, ne revendiquent souvent pas le label de théorie. Ils ne se considèrent pas comme des théoristes, mais plutôt comme des analystes de l'actualité, comme des citoyens libres et cherchant une vérité qui n'est pas forcément bonne à dire, comme des experts non institutionnels. À chaque fois, en fait, ils essayent de se dérober à cette étiquette de théorie. Donc, je suis parfois un petit peu gêné lorsqu'on essaye d'appliquer cette catégorie à ces personnes qui viennent de milieux et qui ont des ambitions qui sont souvent très hétérogènes. Est-ce qu'on peut dire qu'à la source de certaines théories conspirationnistes, il y a un doute légitime ? Il y a souvent, en fait, un doute, du moins... la base, le fondement même de cette façon d'appréhender la réalité, c'est toujours le doute. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui s'est passé, un événement qui est souvent traumatisant, sur lequel on a relativement peu de prise, et donc ça laisse prise à tout un... Ça donne lieu à tout un tas d'échafaudages intellectuels, mais parce que justement, sur la base de cette incompréhension globale de la réalité, beaucoup de choses peuvent être dites. On peut l'aborder pour mettre en récit un certain nombre d'éléments qui sont épars au sein du réel, pour essayer de l'appréhender, pour essayer de le dominer d'une certaine façon. Donc il ne faut pas avoir... C'est un élément qu'il faut prendre en compte, ça n'est pas une démarche irrationnelle. Il n'y a pas d'irrationalité fondamentale dans la démarche, dans ce type de raisonnement indiciaire. Ce n'est pas nous, les anticonspirationnistes, contre eux, les conspirationnistes. Ce n'est pas nous, les hommes rationnels, contre eux, les irrationnels. Voilà. Il faut bien essayer de se départir de cette vision trop caricaturale de la réalité. On a une tendance plus ou moins marquée à produire des explications conspirationnelles lorsqu'on est en difficulté sociale, lorsqu'on a, je ne sais pas, pour essayer de garder la face, pour essayer d'avoir prise sur la réalité. Est-ce qu'on pourrait se dire que le public qui serait le plus éloigné des leviers du pouvoir aurait plus tendance à sombrer dans la logique conspirationniste ? On pourrait se le dire, mais je ne sais pas si certaines personnes qui sont au sommet de l'État ne parviennent pas ou n'en viennent pas elles aussi à construire des réflexions à construire des édifices interprétatifs qui sont fondés sur une mise en récit
d'indices collectés dans le réel. On peut tout à fait se dire que c'est un raisonnement qu'on voit à bien des échelles du pouvoir, qu'on voit hors, qui sont plus ou moins médiatisés, mais disons que probablement que ceux qui sont à l'extérieur du pouvoir ont tendance à fantasmer ou à projeter un certain nombre de récits, d'idées, de théories informes à l'intérieur de ce qui peut se passer à l'intérieur du pouvoir. Et donc là, ça me permet de souligner un élément. La pensée moderne a tendance à idéaliser le principe de transparence. Finalement, il faudrait que le pouvoir puisse, ou plus exactement, donne des gages de lisibilité, de transparence absolue, que tout soit su, qu'il y ait une immédiateté dans le rapport aux décisions prises. Or, justement, la décision politique a besoin, à un moment donné, de se mettre en retrait. Elle a besoin d'une certaine forme de silence aussi, et ne peut pas se satisfaire qui peut être interprété comme un secret, permanent. Alors. Pardon ? Le silence est interprété alors comme un secret, ou la volonté de maintenir un secret. Et donc, les théories du complot, ou ces formes de récits, sont une manière, pour certains, de reprendre le pouvoir sur quelque chose qui par définition, leur échappe. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer la réalité des médias d'aujourd'hui qui ont, il faut bien le dire, parfois tendance à produire un discours de plus en plus unanime? Est-ce que cette réalité médiatique, et je vous pose ici la question à tous les trois, ne peut pas elle-même alimenter quelque part cette suspicion en se disant on nous ment tout, les grands médias, on entend souvent quand on consulte les sites dits conspirationnistes, cette logique de médias dits officiels. Il y aurait donc une vérité officielle qui par essence serait mensongère et qu'il faudrait donc contrer ce discours, notamment par la liberté qu'Internet procure. Aurore Van de Winkel, par exemple. C'est vrai que les médias vont aussi pouvoir diffuser des rumeurs et se tromper. Et après, ils devront les démentir, surtout quand il s'agit de grands événements comme des attentats où ils n'ont pas toujours le temps d'envoyer quelqu'un sur place. Ils vont se servir notamment des réseaux sociaux pour s'informer. Or, il y a une étude qui a été faite par IBM Research Labs qui a démontré que sur les attentats de Boston, par exemple, seulement 20% des tweets qui avaient été diffusés par rapport à ces attentats reposaient sur des informations fiables. Mais les journalistes se sont alimentés en informations sur ces réseaux sociaux et donc eux-mêmes vont diffuser des informations qui ne sont pas spécialement correctes. Deuxièmement, ils vont évoquer de temps en temps les théories du complot à l'antenne, mais tout de suite en les balayant d'une main et en disant que ceux qui adhèrent à ces théories-là sont soit des non-patriotes, des traîtres ou alors des imbéciles. Et comme on l'a très bien dit justement, les personnes qui vont les diffuser ne sont pas forcément des personnes qui y croient radicalement, ça peut être des personnes qui s'identifient comme adeptes du doute critique et qui ne vont pas du tout s'identifier à cette étiquette que l'on va leur porter. Donc c'est vrai que les médias ne font pas toujours une petite enquête qui aurait pu être adéquate, par exemple en reprenant un petit peu les arguments qui sont utilisés par les adeptes des théories du complot et qui sont facilement trouvables sur Internet, sur les réseaux, et en invitant par exemple des experts qui pourraient venir contre-argumenter, démonter un petit peu ces théories-là. Jerry Bregman, parmi les théories dites conspirationnistes, il y en a plusieurs qui concernent la franc-maçonnerie. Avant de vous donner la parole à ce sujet-là, je vous propose de regarder cette nouvelle petite capsule qu'on va vous proposer. C'est en fait un extrait d'une vidéo qui circule sur YouTube. La qualité n'est pas extraordinaire, mais c'est pourtant la meilleure qualité que nous ayons trouvée et nous vous proposons de la regarder. C'est en résumé un petit peu l'essence même des théories qui concernent les francs-maçons et ces fameux Illuminati dont nous allons reparler immédiatement. Albert Pike served as a brigadier general in the Confederate Army. Following the war, Pike was jailed for treason. He was quickly pardoned by a fellow Freemason, President Andrew Johnson. Among eventually becoming a 33-degree Mason and a top leader of the Ku Klux Klan, Pike was also believed to be a Luciferian. He claimed he was able to summon Lucifer at will as the Grand Master of the Order of the Palladium. Palladism, or traditional Satanism, an ancient Luciferian cult, was then introduced to the inner circle of the Masonic lodges. This influence has flourished into modern-day Freemasonry in the super rites of the upper degrees. Industry, entertainment, the CIA, Congress, and our military leaders are inundated with Freemasonic Palladism, or a Luciferian New World Order. What follows are the chilling predictions, or better yet,
Instructions of Albert Pike's 3 World Wars, funded in great part by the House of Rothschild, from a letter that he wrote to 33-degree Italian Illuminati head and mafia founder Giuseppe Mazzini, dated August 15th, 1871. The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic communism. Voilà, excusez-nous encore une fois pour la piètre qualité de ces images, mais nous avons trouvé cette vidéo en l'état sur Internet, sur YouTube, pour ne pas le citer. Jerry Pragman, il y a malgré tout un aspect intéressant dans cette vidéo, c'est qu'en fait elle reprend toute une série de fantasmes conspirationnistes qui circulent de vidéo en vidéo, de sites conspirationnistes en sites conspirationnistes. Alors peut-être pour démêler le vrai du faux et comprendre de quoi on parle, on a entendu parler d'Illuminati, de satanistes, de francs-maçons du 33e degré. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir clair là-dedans ? Je peux tenter, effectivement. Mais c'est une vidéo très intéressante parce que cette notion des fameux Illuminati n'est pas neuve. Donc, à la fin du XVIIIe, déjà immédiatement après la Révolution française, il y a eu plusieurs abbés et un Écossais qui s'appelait John Robinson qui ont véhiculé cette idée que la Révolution française avait été fomentée dans des loges et donc les maçons aurait été instrumentalisé par les fameux illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette thèse a eu le succès que l'on connaît, alors que les historiens qui se sont penchés sur cette époque ont pu démontrer que si on pouvait reprocher des choses à la franc-maçonnerie française, c'est plutôt d'être opportuniste, d'être royaliste quand il y avait le roi, républicaine à la République et impériale quand l'empereur était là. Mais imaginez que des loges maçonniques qui étaient constituées surtout de nobles, de grands bourgeois, de clercs et de militaires auraient pensé la révolution et l'auraient instrumentalisée, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Mais malgré tout, tout cela circule. Et puis on voit cette évolution avec le fameux Albert Pike. Et là, en fait, on tient ça de Léo Taxil. Léo Taxil est un énorme fumiste qui a d'abord été anticatholique, qui a écrit des ouvrages à la limite pornographiques contre l'Église catholique, et puis qui a viré sa cutie, qui est rentré dans le marché de l'anti-maçonnerie et qui a sorti toute cette histoire, après avoir été maçon pendant quelques mois, toute cette histoire sur ce fameux Albert Pike, qui effectivement a été non pas grand pontife de la maçonnerie mondiale, ça n'existe pas, mais il a été souverain grand commandeur de la juridiction sud du rite écossais ancien accepté. C'est un titre, mais voilà, ça ne lui donne pas plus d'importance qu'à beaucoup d'autres maçons, si ce n'est qu'il a écrit des ouvrages qu'on fait référence. Mais ce général, par exemple, n'a jamais créé le Ku Klux Klan. Et donc là aussi, c'est un bouquin qui a sorti cette thèse, 2 auteurs qui ont sorti ça, et elle continue à se répandre sans la moindre vérification. Sauf une obédience maçonnique canadienne qui a entrepris de prendre les rumeurs ou les attaques contre la maçonnerie une par une et à les démonter. Et donc elle a montré que le parcours de Pike n'était pas celui-là. Même s'il peut y avoir eu dans les fondateurs des francs-maçons, mais ça n'en fait pas, ou un franc-maçon, ça n'en fait pas pour cela un élément maçonnique. Mais si je vous comprends bien, vous nous dites que les théories conspirationnistes qui circulent aujourd'hui via Internet notamment ne font jamais que recycler de vieux fantasmes qui sont parfois vieux de plusieurs siècles. Oui, tout à fait. Mais ils sont enrichis. Évidemment, il y a des couches supplémentaires. Donc, il y avait les illuminés et la Révolution française. Et puis, il y a eu évidemment le complot judéo-maçonnique avec les protocoles des sages de Sion, où les maçons étaient présentés comme des instruments ou des complices des Juifs. Et donc tout ça se répand, se conforte évidemment dans le climat propre au conflit au Moyen-Orient. Et tout ça, évidemment, est renforcé par tous ces messages qui circulent sur Internet avec des actualisations comme l'après Charlie Hebdo. Où là, par exemple, le fait que des victimes à Charlie Hebdo étaient maçons et que par la suite à l'hypercacher, donc maçon et juif au moins pour un, et que les victimes de l'hypercacher étaient juives, eh bien il y a eu une idée
chez certains, c'est de dire à qui profite le crime. Clairement, cela profite à l'État d'Israël, cela profite au gouvernement sécuritaire français où se trouvent des francs-maçons du Grand Orient, et donc les victimes sont des idiots utiles, ont été sacrifiés à la cause dans cet attentat qui a été en fait par le Mossad. Voilà, ce sont des théories comme ça qui s'enjolivent et qui circulent et qui se confortent les unes les autres. Loïc Nicolas, dans ces théories qui viennent d'être ici quelque peu expliquées par Jerry Pragman, et vous avez cité notamment cette phrase « il n'y a pas de fumée sans feu », à qui profite le crime, c'est ce que vous avez dit, on entend aussi souvent « il n'y a pas de fumée sans feu », ça aussi c'est récurrent dans la théorie conspirationniste. On a un certain nombre de phrases clés qui sont mobilisées par les producteurs de ces explications par le complot. Bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu, ou on nous cache tout, à qui profite le crime également. C'est-à-dire que même, c'est ce que nous avons essayé de dire avec Emmanuelle Damblon, avec laquelle j'ai dirigé l'ouvrage qui a été mentionné tout à l'heure, Les rhétoriques de la conspiration. Le premier élément de cette topique conspirationniste, c'est à qui profite le crime. Et donc, à partir du moment où on se pose cette question-là, on va se mettre en quête d'indices. Et on va se mettre en quête d'indices susceptibles de corroborer non pas la théorie initiale, mais la compréhension, la vision du monde initial, à savoir que le complot est là, qu'il y a des coupables et qu'ils ont forcément, même si tout est très bien caché, ils ont forcément laissé dans la réalité un certain nombre d'indices sans le vouloir, et c'est ces indices vers lesquels il faut se tourner pour pouvoir visualiser et retracer le fil de la conspiration. Aurore van de Winkel, la mécanique de la rumeur, c'est surtout éviter de suivre une logique scientifique. On pourrait prétendre expliquer ça comme ça. Éviter de suivre une logique scientifique, oui, on peut le dire comme ça. Avec la rigueur que ça impose, la recherche de la dialectique, de la thèse de l'antithèse, de la confrontation des idées. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté chez celui qui répand une rumeur, surtout d'arriver très rapidement à une conclusion qui l'arrange? En fait, on voit une évolution des techniques de communication des adeptes de la théorie du complot. Ils utilisent pour l'instant beaucoup une technique de millefeuille argumentatif, donc où ils utilisent énormément d'arguments au point qu'il y en a toujours un qui vient, malgré que l'on ait pu démentir les premiers, par exemple. Et donc, ça donne quand même une impression très convaincante. On a l'impression quand même qu'ils ont cherché, qu'ils ont fait une enquête, qu'ils ont confronté des sources. On se rend compte aussi qu'il y a une asymétrie cognitive, comme l'a pu le démontrer André Taguieff. C'est des personnes qui sont parfois très critiques sur le discours dominant ou le discours qu'ils vont entendre sur les médias, mais moins critiques sur un discours qu'ils ont pu voir dans des médias plutôt alternatifs. Comme Internet, par exemple. Comme Internet, effectivement. Et c'est vrai que d'habitude, on a cette tendance à aller chercher toujours aux mêmes endroits des informations, et on va aller vers des lieux où on sait que les gens partagent nos valeurs, nos idées. Et donc, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui partagent ces idées-là, et on va se dire, tous ne peuvent pas être unanimes dans l'erreur. Si je trouve des personnes qui pensent la même chose que moi, c'est qu'il y a des chances que cette chose-là doit être vraie. Jerry Pragman, pour revenir au cas de la franc-maçonnerie, comment expliquez-vous le fait que la franc-maçonnerie soit aujourd'hui encore l'objet de tels fantasmes ou aussi l'objet de telles théories conspirationnistes ? Il y a plusieurs explications. Effectivement, on croyait qu'après la Seconde Guerre mondiale, où disons que les maçons ont payé un certain tribut et ont été, la maçonnerie était interdite dans toute une série de pays, on pouvait croire que ça se passerait. En réalité, c'est pas du tout le cas. On reste effectivement toujours pointé comme des personnes ayant toute une série de secrets, d'allégeances, de personnes qui sont dans les cercles du pouvoir. C'est faux tout ça, sincèrement ? Alors, sincèrement, je lis beaucoup la presse française avec les vrais réseaux du pouvoir. C'est quelque chose d'assez affolant. On lit l'information dans les différentes villes et régions de France avec une grille. Un tel est maçon. Tel autre ne l'est pas, mais ils sont associés pour pouvoir bénéficier du soutien, etc. Ça ne tient pas vraiment la route. Il y a probablement des voies plus rapides pour se créer des réseaux
que d'aller passer du temps en loge, ce qui quand même demande un certain temps et un certain investissement personnel. Donc c'est assez fou qu'on en reste là, mais visiblement, les maçons sont des cibles préférées dans certains milieux, et notamment, bon, il y a certains milieux islamistes pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais notamment dans les milieux évangéliques qui se renforcent en Belgique et en France, notamment au sein de communautés d'origine étrangère. Eh bien là, on pointe toujours du doigt les maçons accusés de sacrifice ou de meurtre rituel, ou de toujours adorer le diable. Donc on revient au fameux discours de Taxil qui ressurgit. On peut imaginer que ces communautés que vous avez qualifiées d'étrangères n'aient pas, elles, grandi dans ce fantasme de Taxil. Alors c'est quoi? C'est de la méconnaissance? Je pense qu'il y a une partie de méconnaissance, mais il y a une partie, effectivement, on parlait des réseaux sociaux. Ces personnes vont s'alimenter sur les réseaux sociaux. Il y a des blogs évangéliques extrêmement puissants où on trouve ce type d'affirmation. Ces gens communiquent aussi de manière plus traditionnelle avec des conférences où ils font venir ce qu'on appelle des renégats, des anciens maçons prétendus tels qui vont raconter pique-pendre de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils entrevoient derrière la maçonnerie. Et ces vidéos qui sont remontées, ces animations, tout ça circule très fort dans ces milieux. Jerry Bregman, Aurore Van de Winkel et Loïc Nicolas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On pourrait évidemment la prolonger et prolonger la discussion sur le sujet éternellement, mais malheureusement, cette émission touche à sa fin. On conclura simplement sur ce point. Eh bien, doutez, mais doutez à bon escient. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Au revoir.